Bienvenue dans ce cours d'épistémologie clinique dans le cadre de l'UE 604. Alors cette année, je dois vous proposer le cours en distanciel asynchrone et donc je vais parler pendant un certain nombre de temps sans pouvoir échanger directement avec vous, mais vous n'hésitez pas à la fin me poser des questions. Le cours va porter sur l'épistémologie clinique et donc particulièrement le rapport au savoir et la capacité au négatif. Et l'examen prendra des questions précises ou générales à partir de cette thématique et verra où vous en êtes de vos réflexions et de vos lectures. Alors je vais débuter ce cours par une vignette clinique issue de ma recherche doctorale forgée au sein d'un service de consultation sur les expériences exceptionnelles. Il s'agit en fait de Stéphane, 30 ans, qui a eu des expériences qu'il identifie comme étant de la claire-audience à 26 ans, qui vont se répéter une dizaine de fois ces dernières années. Il a maintenant une trentaine d'années. Réveillé au milieu de la nuit par des frissons dans tout le corps, des points lumineux dans son champ de vision, des parties de son visage paralysées, dont sa bouche qui était hors de contrôle. Il s'entend alors penser dans sa tête, ce qui le persuade d'être sorti de son rêve. Il a alors l'impression que ça se triture, ça travaille dans son oreille, comme lorsqu'on règle une radio. Il a l'impression que ce sont des petits ouvriers qui sont à l'œuvre. Il entend alors de beaux chants, à caractère religieux, dans cet état qu'il appelle les oscillations de son corps. Pour finir, il sent une présence dans la pièce. Le même vécu se répète à peu près à la même heure, de façon espacée, avec parfois d'autres phénomènes plus agressifs. Allongé sur le ventre, il sent une entité qui se projette sur lui, l'attrape par le cou et lui crie des menaces de mort dans les oreilles. Une sorte de démon, dont il ne distingue pas le visage, lui attrape le bras et s'assoit sur lui. Il vit d'abord ses expériences négativement, en parle à sa mère, puis à un psychiatre. Ce dernier lui fait parler de son enfance, puis embraye sur toute autre chose. Comme les expériences sont très désagréables, il demande à être hospitalisé en psychiatrie. Il dit avoir été admis sans voir de médecin. Après 2 jours dans le service, sans que l'on s'occupe de lui, il insiste pour voir le psychiatre qui lui dit qu'il n'a rien et lui conseille éventuellement de rencontrer le psychanalyste du service. Désabusé, il va alors voir un prêtre qui sentait fort le vin et qui a procédé à une prière d'exorcisme, même s'il répugne à admettre les interprétations diaboliques. Les phénomènes se sont répétés moins souvent et sont devenus moins effrayants. À la place du démon, il lui arriva de sentir une toute jeune fille qui se blottit contre son dos pour lui parler pendant les nuits. Il ouvrit doucement les yeux pour ne pas casser le phénomène et l'entendit toujours, tout en étant conscient qu'il était bien éveillé. Quelques mois plus tard, il a appris avec horreur la mort de son frère aîné, dans un accident de la route. Un procès a eu lieu dans lequel il s'agissait de prouver si oui ou non son frère était également en tort dans l'accident. Il pensa alors communiquer avec lui, avec ce frère défunt et d'autres personnes dont il était proche, et la première fois un message lui parvint dans le creux de l'oreille, accompagné de picotements. C'est l'autre qui est responsable. Et c'est effectivement ce que l'enquête va montrer. Il ne sait pas trop, Stéphane, ce qu'il veut faire de ses expériences. Il refuse d'utiliser des supports comme le tarot, le Ouija, pour provoquer ses contacts. Il refuse les interprétations dogmatiques et ne lit presque rien sur le sujet. Il dit n'être pas intéressé par le contact avec les défunts. Chacun sa vie, ce qui est assez drôle. Foutez-moi la paix, j'ai déjà mes souffrances. Il me demande de l'aider à analyser les choses, à mieux comprendre et à lui permettre d'éviter le retour des expériences désagréables. J'interprète mal cette demande et je débute le second entretien en lui présentant le modèle de la paralysie du sommeil que je m'étais retenu de plaquer lors du premier entretien. Il réagit, je n'ai pas demandé d'explication, ou encore, je ne vous demande pas d'ouvrir le dictionnaire de la vérité et de me le lire. Mais finalement, il accepte que le modèle puisse s'appliquer aux premières expériences, ce qui permet de dépathologiser celle-ci. Je sens ici que je me suis précipité pour passer à une explication scientifique rassurante pour moi, et la fois suivante, il me rapporte un autre phénomène qui vient de survenir entre les séances. Alors qu'il était en conversation sur Skype avec une amie qui devait plus tard chanter un poème qu'il avait composé en hommage à son frère, disparu voici quelques années, celle-ci a eu l'impression d'être en contact direct avec ce frère défunt et a retranscrit en live ce qu'il disait. Stéphane pense l'avoir totalement reconnu. Il lui a dit des choses avec sa propre façon de parler, telles que « tu n'es pas un pro, d'autres essayent de passer à travers toi, et ce qui me manque le plus, c'est le toucher ». Et Stéphane m'avoue alors qu'il laisse parfois son frère prendre son corps pour toucher des objets dans sa chambre. Il lui a dit lors d'une prière «
Je suis ton ambassadeur ici. C'est assez ambivalent car l'un des messages de son frère était ne me contacte pas. Je comprends que toutes ces expériences sont intégrées finalement dans un processus de deuil compliqué et qu'à trop vouloir les rationaliser, on couperait l'herbe sous le pied au travail psychique en cours. Même si je possédais un modèle pour expliquer séparément chacune des expériences, je n'avais pas su écouter la dynamique de la demande dans laquelle il était, Stéphane, et je n'avais pas su faire preuve de suffisamment de capacité au négatif. Alors je vais analyser ce cas et d'autres aspects de l'épistémologie clinique à travers la notion de rapport au savoir. Le philosophe Gaston Bachelard a marqué l'épistémologie française par son analyse de l'esprit scientifique. Qu'est-ce que nous reconnaissons comme une manière scientifique de penser et comment caractériser ceux qui s'en revendiquent? Selon Bachelard, la connaissance ne peut se constituer qu'en opérant une rupture épistémologique avec la manière de penser héritée. Donc pour lui, la rationalité exige pour s'instaurer de détruire une connaissance antérieure, qui pourrait être une simple opinion ou un savoir mal fait. Ce qu'il résume par cette formule sibylline, l'esprit scientifique doit se former en se réformant. La réforme est entendue ici comme une éducation intégrant la remise en cause perpétuelle, afin d'éviter à l'individu de s'enliser dans ses habitudes intellectuelles, plutôt qu'une simple éducation qui viserait à remplir l'esprit en le saturant de connaissances, ne passant pas par le filtre de la critique. À partir de sa lecture de Freud, en particulier des premières conceptions des psychonévroses de défense à base de refoulement, de résistance, Bachelard élabore la notion d'obstacle épistémologique, pour désigner tout ce qui entrave le progrès de la connaissance scientifique. Il y a bien sûr des obstacles extérieurs, comme la difficulté d'observer certains phénomènes, des obstacles techniques liés à la mise au point des instruments, mais Bachelard insiste sur une autre catégorie d'obstacles, les obstacles internes. C'est dans la démarche même du chercheur que l'on trouve des causes d'incompréhension, d'inertie, d'arrêt et même de régression. Il assimile ces obstacles épistémologiques internes à des résistances au sens freudien du terme, de même que le patient résiste quand il s'agit de reconnaître sa vérité inconsciente, préfère en rester aux images satisfaisantes et trompeuses de lui-même, qu'il s'est jusque-là construite. De même, l'homme de science résiste lorsqu'il s'agit de remettre en question ce qu'il croit savoir sur le monde et qui investit d'une lourde charge affective. Du coup, pour Bachelard, le progrès scientifique peut être vu comme une psychanalyse de la connaissance objective, c'est-à-dire la possibilité de surmonter les obstacles épistémologiques grâce à cette forme de psychanalyse qui a peu à voir avec le fait d'allonger des scientifiques sur un divan. Ça désigne, la psychanalyse de la connaissance objective, un travail de libération qui vise à rendre à la raison souplesse, mobilité et dynamisme. Il faudrait donc vaincre la résistance, refuser la paresse intellectuelle, renoncer à la satisfaction stérile liée au conservatisme théorique, et avoir le courage d'affronter les inquiétudes que génère inévitablement la perspective d'une remise en cause de nos routines. Bachelard parle même de la culture d'une raison inquiète, toujours en éveil, dans l'entreprise et l'exercice de l'esprit critique et de la liberté de jugement. Se dégager des anciennes réponses permet de poser de nouveaux problèmes et de leur apporter des solutions inédites. C'est là tout ce qu'on est idéalement en droit d'attendre de l'homme de science. Cela passe également par le refus de tout argument d'autorité, c'est-à-dire de ces savoirs qui ne tiennent que par le respect qu'on doit à ceux qui les diffusent et non à leur démonstration logique ou expérimentale. Les théories en vigueur peuvent elles-mêmes devenir des obstacles, puisqu'elles favorisent certaines idées et en rendent du coup d'autres presque impossibles. L'inconnu, pour Bachelard, est avant tout du connu périssable. Il réclame une psychologie du sentiment d'avoir raison. Il va expliquer que l'esprit scientifique rouille. Lorsqu'elle n'est plus questionnée, une connaissance peut se valoriser indûment, selon la formule de Bergson, c'est-à-dire favoriser le développement d'une inertie intellectuelle et se précipiter au sens chimique
donc se cristalliser finalement sous la forme d'un obstacle épistémologique. Donc une connaissance qui était vraie peut devenir un obstacle pour la suite. Bachelard cite la boutade d'un épistémologue irrévérencieux qui disait que les grands hommes sont utiles à la science dans la première moitié de leur vie, nuisibles dans la seconde moitié, afin d'illustrer son principe d'une pente dégénérescente de l'esprit scientifique. Il vient un temps où l'esprit aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le contredit, où il aime mieux les réponses que les questions. Bachelard caractérise avec justesse les processus sclérosants qui menacent la dynamique scientifique. Selon lui, la science est d'abord une activité polémique, puisqu'elle doit sans cesse contredire ce qu'on croyait et ce qu'elle pensait. Il propose en définitive une philosophie du non, selon laquelle, face aux convictions naïves et aux séductions de l'expérience immédiate, ou bien face aux solutions accumulées par le savoir classique, il faut toujours nier en mobilisant la pensée. Penser, c'est dire non. La pensée scientifique devient, selon sa formule, une suite d'erreurs rectifiées. Cela correspond à sa personnalité qui est décrite par ses contemporains comme celle d'un anti-dogmatique, anti-professoral, anti-manuel, anti-universitaire, qui n'a cessé de dénoncer ceux qui enseignaient des vérités scientifiques comme s'ils y croyaient, entendez sous leur forme actuelle et rigide, et les présentaient à leurs élèves congelés, cristallisés. Le statut même finalement d'enseignant-chercheur vise à développer cette double exigence. Il faut bien pouvoir transmettre quelque chose, mais pour éviter de tomber dans un dogmatisme excessif, il faut maintenir une activité de recherche qui oblige l'enseignant à s'informer des remous du savoir et de se confronter aux avis de ses pairs. Il y a là, idéalement, un équilibre qui n'est pas si évident à maintenir dans la réalité, où il faudrait rajouter une mission administrative qui empiète largement sur les autres missions de l'enseignant-chercheur. On peut se demander, et en pratique, comment on met ça en œuvre. Comment mettre en place les remèdes à la sclérose de la pensée. La philosophie du non est difficile, vraiment à mettre en place. L'effort vers la vérité qu'elle anime, qui anime le scientifique, ou bien le patient en quête de sens de son symptôme, n'a rien d'un mécanisme actionnable à volonté, d'un simple choix philosophique. La conflictualité psychique entre une pensée fausse rassurante, qui serait la méconnaissance, et une pensée vraie angoissante, qui serait la connaissance, ne se résout pas que sur un plan cognitif ou moral, mais renvoie à un plan psychodynamique plus complexe. Le recours préférentiel à la philosophie rationnelle, pour résoudre un problème formulé en premier lieu comme lié à la subjectivité et à l'affectivité, pourrait s'expliquer par le propre rapport de Bachelard à la psychanalyse, qu'il a d'abord essayé d'assimiler de façon assez maladroite, avant de la rejeter au profit de la phénoménologie. L'épistémologie de Bachelard n'est donc pas véritablement psychanalytique par certains aspects, même s'il se donnait lui-même des titres tels que psychologue de l'inconscient du savant. Malgré cette ambivalence originelle, il y a à mon avis matière à prolonger cette entrée de la psychanalyse dans l'épistémologie générale. Bachelard vient en effet introduire les difficultés psychologiques dans la pratique même des sciences, ce qui donne l'opportunité d'y réinscrire le sujet. Penser l'activité scientifique comme étant soumise aux mêmes contraintes psychologiques que les autres activités mentales permet de créer des ponts avec d'autres questions, les relations entre raison et déraison, entre savoir et croyance, entre normal et paranormal. Ce sont des questions qui sont abordées dans le cadre de la plus récente des métasciences, qu'on appelle la psychologie des sciences. Nous allons poursuivre ces réflexions à partir d'un concept qui a été employé dans le cadre de la psychanalyse pour penser l'épistémologie de la clinique. Le psychanalyste Jean-Luc Donnet a émis l'idée que la psychanalyse est par rapport au savoir et donc par rapport à ses propres énoncés savants dans un processus auto-méta. La position méta correspond à une fonction tierce, c'est-à-dire l'exercice d'une médiation entre deux éléments différents qui requiert une perspective en surplomb. La position auto renvoie à une fonction réflexive, c'est-à-dire une capacité de comprendre son propre comportement qui requiert une perspective en miroir. Mais c'est la combinaison des deux opérations qui permettrait de fonder la pratique psychanalytique hors d'une fixation dogmatique. Pour donner une image, hors de cette dynamique, la psychanalyse tournerait en rond comme dans un cercle fermé.
Mais la combinaison des processus auto et méta permet au cercle de devenir une spirale et donc d'approfondir nos connaissances, de s'appliquer sans cesse à de nouvelles situations. Cela serait valable du côté du chercheur en psychanalyse, capable d'être en position auto-méta vis-à-vis de ses propres objets de recherche. René Roussillon avance que la psychanalyse a besoin de s'exporter et de se transférer sur de nouveaux objets pour continuer à maintenir vive l'arête de son épistémologie, qui est celle d'une interrogation permanente sur ses fondements. Mais ce processus se retrouverait avant tout du côté du patient, dans l'appropriation subjective de son fonctionnement psychique passe par cette position. Le sujet, le patient, va devoir réfléchir son expérience pour la saisir. Les psychanalystes Roland Gori et Christian Hoffmann considèrent en effet que la découverte la plus riche et la plus féconde de la psychanalyse serait le postulat selon lequel il se passe dans l'homme des faits psychiques qu'il connaît sans le savoir. La cible thérapeutique du psychanalyste n'est pas tant d'apporter du savoir à son patient que de modifier son propre rapport au savoir. Jean-Luc Donnet trouve des traces de ce rapport particulier au savoir dans les deux règles fondamentales de la psychanalyse, traces qui viendraient la sensibiliser plus que d'autres à une épistémologie autocorrectrice. Premièrement, la situation analytique commence avec la reconnaissance par Freud de ce que le savoir qui compte est celui inconscient de l'analysant. Grâce à la première règle fondamentale de la situation analytique, il pourra dire ce qu'il ne sait pas qu'il sait. La première règle fondamentale accouple cette parole associative, la libre association, avec du côté de l'analyste, une attention également suspendue, et donc une mise en latence, une déthéorisation. L'ensemble correspond à ce que Donnet appelle une négativation du savoir au privilège de l'insu. La deuxième règle fondamentale sur l'analyse didactique, qui prescrit donc une analyse pour celui qui voudrait éventuellement devenir analyste par la suite, implique à un premier niveau la vérification sur soi par le sujet élève de la vérité des énoncés théoriques. Cette démarche a pour visée un accord théorico-pratique. À un second niveau, la deuxième règle signale dans l'après-coup que la théorie seule ne peut assumer la transition parce qu'elle recèle un manque à convaincre fondamental, revendiqué comme tel, ce qui correspond à la reconnaissance de l'écart théorico-pratique. La pratique doit pouvoir continuer à apporter indéfiniment son lot de surprises, de singularités, voire d'indéterminisme. La théorie prédit et prescrit sa propre falsification à travers son utilisation. C'est ce principe paradoxal qui doit protéger d'une pure et simple application de la théorie. Il y aurait plus à dire sur ce processus autométa. Alors d'une part, il renvoie à deux opérations complémentaires mais distinctes, et pour mieux comprendre ce dont il s'agit, je vais essayer de le décomposer en faisant appel au concept de réflexivité pour la partie auto et de capacité au négatif pour la partie méta. Et d'autre part, il n'est pas propre au champ analytique et pourrait trouver à se généraliser à d'autres champs scientifiques. Je pense qu'il s'agit là d'un des piliers de l'épistémologie clinique qui rend compte d'aspects essentiels de ce que l'on peut appeler l'esprit scientifique. Le premier processus est la réflexivité. Ce concept n'est pas propre à la psychanalyse, on le retrouve dans de nombreux domaines. Il a été systématisé en cybernétique à partir des boucles de rétroaction qui sont le support de procédés autocorrecteurs. Cela permet à un système, par exemple un programme informatique ou une discipline scientifique, de corriger ses erreurs sans faire appel à des systèmes extérieurs et d'actualiser progressivement des versions moins erronées et donc plus vraies de ces données. L'ethnopsychiatre Georges Devreux était un grand défenseur de l'extension de la réflexivité à toutes les sciences humaines. Il affirmait qu'elle était de mise du fait du caractère bidirectionnel de l'observation. Au contraire de la physique où toute observation est à sens unique et le rapport entre observateur et observé est asymétrique, sauf dans certaines interprétations du problème de la mesure en physique quantique, les sciences du comportement font face à une réciprocité actuelle et potentielle de l'observation entre observateur et observé, ce qui constitue un rapport théoriquement symétrique. L'homme observe le rat,
Mais le rat aussi observe l'homme dans le behaviorisme. La convention qui garantit en fait que A est l'observateur et B est l'observé n'empêche guère aux deux de s'observer mutuellement, et néanmoins cette bidirectionnalité est généralement négligée. La réflexivité impose de repenser une objectivité qui n'écarterait pas la part de l'observateur, sa participation au résultat de l'observation. Lagache pointait déjà l'apport de la psychanalyse, qui aurait été la première discipline à mettre en évidence d'une manière concrète et détaillée l'interdépendance de l'observateur et des phénomènes observés. L'interdépendance. La solution proposée par Devreux requiert que celui qui analyse un comportement soit capable de faire face à son angoisse pour résister à la tentation de scotomiser certaines parties de son matériau. Ce travail de l'angoisse, selon la formule de Devreux, par le biais de l'analyse, de la subjectivité de l'observateur, pourrait améliorer tant la scientificité d'une observation que l'efficacité clinique d'une pratique. Le constat que l'ignorance est le moteur de la science doit régulièrement faire l'objet de rappels. Évidemment, l'ignorance ne fait rien toute seule, mais le savoir non plus. Le neurobiologiste Stuart Firestein affirme que les scientifiques sont animés du désir de se confronter à leur propre ignorance au point où, à la limite extrême de ce que l'on sait, on ne sait plus. Encore faut-il en être capable. Repérer sa propre ignorance semble nécessiter une dose de réflexivité. Mais la possibilité même de chercher ce qu'on ne sait pas, ce qui nous manque, cette lacune, ce négatif de notre savoir, implique quelque chose de plus. Mais Bachelard avait déjà pointé une limite de la science. Le savoir durement acquis peut à son tour devenir une opinion, voire une croyance. Seule la dynamique dans laquelle il reste inscrit permet de le garder vivant et scientifique. C'est pourquoi le prix Nobel de physique Richard Feynman s'est permis de définir la science comme la croyance en l'ignorance des experts. C'est une façon pertinente d'inscrire cette subversion du su au cœur même de la dynamique autocorrectrice de la science. Dans l'épistémologie psychanalytique, la même dynamique est encouragée. Freud affirmait que dans l'activité scientifique, il ne devait être laissé aucune place à la crainte du nouveau. De son côté, Lacan a posé comme nécessité pour l'analyste d'avoir l'ignorance en tant que passion. L'analyste ne serait pas un sachant, il ne serait que supposé savoir par son patient. Il ne succomberait pas lui-même à cette position de chaman, de gourou, de maître de la vérité au sens antique, en adoptant à titre de position scientifique un amour de la vérité qui serait en premier lieu un manque de la vérité. Finalement, on pourrait dire que les psychanalystes sont très socratiques. Zafiropoulos avait déjà écrit à ce sujet. Lorsque Socrate affirme « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », il combine une dynamique de réflexivité et d'ignorance au sens d'une volontaire mise en disponibilité intellectuelle. Il est parvenu à cette conclusion après que l'oracle de Delphes ait fait à Socrate, donc de Socrate le plus sage des hommes, ou le plus savant selon les traductions. Donc Socrate s'est alors demandé ce que l'oracle avait pu vouloir dire, et il s'est lancé dans une longue enquête auprès de ceux qui, selon la tradition grecque, possédaient la sagesse, des hommes d'État, des poètes, des artisans, pour découvrir quelqu'un de plus sage que lui. Il s'est alors aperçu que tous ces gens croyaient tout savoir, alors qu'ils ne savaient rien. D'où sa conclusion que s'il était le plus sage, c'est bien parce que lui au moins savait qu'il ne savait rien. L'enquête de Socrate fonde la philosophie, mais recouvre également un moment essentiel de la démarche scientifique. Cette reconnaissance de l'ignorance est à entendre comme le point de départ nécessaire de toute recherche, puisqu'il faut bien ouvrir les portes du savoir pour que puisse y entrer une découverte. Alors, venons-en à la formulation même de la capacité au négatif. Elle vient du poète John Keats en 1817, qui parle de negative capability, l'aptitude d'un homme à tolérer les incertitudes, les mystères et les doutes. 2 ans plus tard, dans une autre lettre, il va évoquer à nouveau cette idée. Le seul moyen de renforcer son intellect est de n'obturer l'esprit avec rien, de le laisser être une voie pour toutes les pensées et non uniquement pour une portion choisie. Le psychanalyste Wilfred Bion emprunta à Keats cette expression traduite en français par capacité au négatif
ou capacité négative, on trouve parfois, et étudiée par plusieurs cliniciens, notamment André Green. Bion a fourni à l'analyste un ensemble de règles, voire même toute une discipline, pour atteindre cette disposition d'esprit, le rendant réceptif à l'inconnu. Il s'inspire d'un extrait d'une lettre de Freud où celui-ci parle de se rendre artificiellement aveugle pour concentrer toute la lumière sur un point sombre dans le cadre de la cure analytique. En étendant ce processus, Bion indique que la méthode pour parvenir à cette cécité artificielle implique de suspendre le souvenir, le désir, la compréhension et la perception sensorielle. Il explique que d'ordinaire, l'esprit de l'analyste est saturé par ses propres souvenirs, ses désirs, ses théories, ses habitudes, etc. Et que ce n'est qu'au prix d'un certain effort que son écoute se rend accessible à tout ce que la situation thérapeutique fait émerger, et notamment à ce matériel gênant qu'il aurait plutôt tendance à écarter. La capacité au négatif permettrait donc de maximiser les capacités d'écoute et d'élaboration de l'analyste, une fois celui-ci dépouillé de ce qui, chez lui spécifiquement, filtre le matériel de la séance. La capacité au négatif ne se restreint pas au registre de la technique analytique, elle s'accorde avec les ambitions épistémologiques de la psychanalyse, donc de production de savoir. Elle organise un certain rapport au savoir qui, lors d'une séance de thérapie, comme face à un champ de recherche, s'oriente vers l'inconnu, ce point obscur qui doit être illuminé par la cécité. Le psychanalyste et professeur universitaire Jean Guillaumin a défendu la possibilité de généraliser l'épistémologie psychanalytique à d'autres pratiques scientifiques. Son modèle est articulé autour d'un opérateur négatif ou organisateur étrange qui assure à la pensée psychanalytique une disponibilité pour la découverte et la rencontre de l'impensé. Dans son écoute, le psychanalyste se montre attentif à ce qu'il ne comprend pas, à ce qui le surprend ou lui échappe, à ce qui dissonne. La part d'inconnu sur lequel le psychanalyste s'attend à buter devient l'opérateur même de sa connaissance, toujours révisable. Le non-savoir, nescience, est qualifié tour à tour d'attracteur étrange, d'indispensable étayage négatif et d'opérateur central du savoir humain. Le psychanalyste s'acharnerait à maintenir au sein d'une expérience de pratique et de théorie une position épistémique animée d'une mise en doute incessante de sa propre neutralité et au total de ses propres certitudes. Il est assez regrettable que Guillaumin n'explore pas les limites de cette capacité, qui lui apparaît comme permanente chez le psychanalyste, si bien qu'elle prend dans son modèle une place d'idéal non repéré. Freud lui-même n'a jamais été un exemple absolu de capacité à se remettre en cause, ce que cet auteur passe sous silence, de sorte que la généralisation de la capacité au négatif apparaît dès lors excessive. Et sa spécificité est discutable puisque les scientifiques se défendent également, suivant une rhétorique versant tout autant dans l'idéalisation, de leur ouverture à l'inconnu et de leur dynamique autocorrectrice. Guillaumin combine cette orientation vers l'inconnu avec la réflexivité en nommant son modèle cognitif nouveau le modèle de la reconnaissance. La connaissance n'est pas un simple objet à l'extérieur que n'importe qui pourrait aller chercher, c'est un mélange, un compromis, une coopération entre ce que l'un est disposé à entendre et ce que l'autre est disposé à faire entendre. Ce modèle pousserait à son extrémité l'exigence de la mise en question de l'engagement du sujet connaissant dans le processus relationnel de connaissance d'un autre sujet. Il formule également ce processus comme une clinique de l'opération de connaissance. Guillaumin fait même de la science classique un cas limite de la connaissance, car son mode de rapport au réel est marqué par la non-reconnaissance, le fait de dissimuler la part de l'observateur dans l'observation. En d'autres termes, la théorie de la reconnaissance brise l'objectivisme naïf en introduisant la réflexivité et la capacité au négatif pour démêler ce compromis permanent entre le sujet et le savoir. Guillaumin s'appuie en partie sur le travail du psychanalyste Michel Greusseau, qui s'était chargé en 1966 de présenter un rapport sur la psychanalyse de la connaissance et qui concluait que ce que nous savons
porte la marque de ce qui nous permet de savoir. Pour schématiser et simplifier les choses, je partirai d'une vision de la science que plus aucun épistémologue ne soutient, mais qui est une sorte d'objectivisme naïf issu du positivisme logique. Dans cette perspective, à partir de plusieurs mesures ou observations d'un même objet, le scientifique découvre des lois théoriques, lesquelles permettent ensuite des prédictions qui, dans le meilleur des cas, sont corroborées lorsque l'objet honore son rendez-vous. Ainsi, le boson de Higgs a rencontré le CERN. Mais dans ce savoir classique, le scientifique n'est personne, ou plutôt n'importe qui peut se substituer à lui. Ce qui compte, c'est la nature, la réalité, qui est déjà là, et même toujours déjà là, comme une sorte de tiers exclu, intemporel, qui se révèle progressivement à nous. La clinique semble appeler une autre vision de la science, qui réintroduit le sujet. Ici, je ne parle pas tant du sujet comme une manifestation de la complexité psychique du patient, que du sujet qui est lui-même le scientifique et le clinicien. C'est par son opération que le savoir clinique se développe. Toute tentative pour supprimer ce sujet conduit rapidement à des absurdités. Car cela reviendrait à dire à un patient qu'il pourrait très bien consulter un psy différent à chaque séance, puisque chacun fait exactement le même métier. La réflexivité met en lumière la part du sujet dans l'objet et l'effet de l'objet sur le sujet. Quand l'observateur a pris conscience qu'il façonne les données observées et que l'objet de son étude est lui-même un observateur dans un rapport de réciprocité, il ne devrait plus tomber dans un objectivisme naïf. J'introduis également la capacité au négatif, qui vient nommer ce qui, dans la relation entre le scientifique clinicien et sa théorie au sens large, façonne son approche et fréquemment fait obstacle à son appréhension de l'inconnu. Tout comme la réflexivité, la capacité au négatif est un processus qui peut s'appliquer aussi bien au chercheur face à une anomalie, à un clinicien dans la rencontre avec son patient, et au patient chez qui survient des faits psychiques qu'il connaît sans le savoir. De même, entre la théorie et l'objet, il n'y a pas une indépendance absolue. Par manque de temps, je ne vais pas démontrer ce point, mais j'aurais pu m'appuyer sur l'épistémologie constructiviste, qui est particulièrement en vigueur dans les sciences humaines. Ainsi, décrire l'humain, c'est aussi le construire. Modifier une catégorie diagnostique, par exemple, c'est modeler un groupe de patients, un groupe de non-patients, et des prêt-à-porter culturels sur une manière socialement acceptable d'être fou. Feyerabend étend à tout le champ scientifique ce qu'il appelle la théorie pragmatique de l'observation et qui intègre les effets performatifs des énoncés scientifiques. En somme, la psychanalyse a largement élaboré dans le champ clinique ce qui est normalement au cœur de l'entreprise scientifique et philosophique, c'est-à-dire cette articulation théorico-pratique, ce processus autocorrecteur et antidogmatique dont le moteur est l'ignorance. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Je perçois donc le savoir clinique, non pas comme un savoir cumulatif qui pourrait être localisé dans un manuel ou une technologie, mais comme un rapport au savoir dynamique. Ce savoir clinique n'est ni dans la théorie savante de telle ou telle école de pensée, ni dans la nature, ni chez un sujet expert. Il est dans la circulation du su et de l'insu. On pourrait l'appeler processus autométa, comme le fait Jean-Luc Donnet, tant que l'on en fait un processus qui comprend trois termes, un objet clinique ou de recherche, une théorie, et un sujet qui vient médiatiser l'ensemble en tiers inclus. Au final, chacun de ces éléments est en position tierce par rapport aux deux autres, et cette dimension de tiers inclus évite, d'une part, l'empiètement du sujet et de l'objet, d'autre part, le dogmatisme du sujet aliéné à sa théorie, et enfin, l'influence normative de la théorie sur l'objet. Bion préconisait certaines règles pour désaturer l'esprit et libérer l'écoute, mais quelle garantie offrent ces règles? La capacité au négatif paraît avoir besoin de la réflexivité, afin de vérifier de temps à autre si le doute opère véritablement. Suis-je en train d'écouter ou suis-je en train d'être guidé par mon savoir, mes désirs, mes souvenirs? Il ne suffit pas de se vouloir disponible à l'inconnu pour l'être réellement. Le connu peut rapidement reprendre le dessus et nous aveugler. La réciproque est vraie. La réflexivité a besoin de la capacité au négatif.
Si le retour sur soi vient uniquement me confirmer ce que je sais déjà, sans hiatus, sans hésitation, alors la réflexivité ne me permet pas de mesurer véritablement l'étendue de mon savoir et celle de mon ignorance. Un tel ressassement non critique fait tourner en rond et rejoint ce que Bourdieu appelait la réflexivité narcissique et qui l'opposait à la réflexivité réformiste. Si bien que ce que je regroupe comme pilier de l'épistémologie psychanalytique, comme équivalent au caractère autocorrecteur de la science, c'est bien une combinaison de réflexivité et de capacité au négatif. Lacan associait très pertinemment ces deux processus dans une formule énoncée lors de son séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant: savoir en échec. Voilà où la psychanalyse se montre au mieux. Savoir en échec, comme on dit figure en abîme, ça ne veut pas dire échec du savoir. Ce savoir en échec, cette passion de l'ignorance, ce manque de la vérité, lacanien, ou encore ce savoir que je ne sais rien socratique, seraient des opérations équivalentes à cette cécité artificielle empruntée par Bion à la correspondance de Freud. On aboutit à une clinique du savoir, c'est-à-dire à une subjectivation autocritique du sujet de l'objectivation, où le chercheur accomplit, grâce à sa recherche, un questionnement sur lui-même qui vient marquer ses productions scientifiques. Voilà, j'ai condensé en 35 minutes ce qui mériterait de plus ample développement. Vous avez l'occasion de repasser, réécouter et consulter éventuellement des références. Et vous pouvez aussi me contacter, me poser des questions ou remettre en cause des parties de ce travail. Vous serez les bienvenus.